Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on fait un webinaire sur démystifier la télémédecine. C'est Adeline Gantier qui va nous faire cette présentation-là. Et Séverine Thérom du Gérontopole Pays de la Loire. Moi-même, Jocelyne Guillon, je suis la directrice du Magogie. Autonomie, c'est une web-série qui est sur YouTube pour soutenir les aidants près d'un proche en perte d'autonomie. Ce sont des vidéos, des tutoriels qui sont réalisés avec des experts du médico-social, qui nous montrent les gestes et nous donnent des astuces pour nous soutenir dans notre vie d'aidant. Ce projet a démarré en 2019 et c'est soutenu toujours par Malakoff Humanis. Et puis, on a mis en place des webinaires mensuels pour ouvrir un espace d'échange et traiter d'autres sujets un peu plus larges. Donc ce projet, il est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et on réalise toujours ces projets-là avec l'expertise des professionnels et le partenariat avec le Gérontopole des Pays de la Loire. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je vous laisse la parole, Madame Thérom. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder une thématique qui peut nous concerner tous. Je ne sais pas si autour de la table, vous avez eu déjà l'occasion de l'utiliser. Donc, la télémédecine, cette pratique médicale à distance, recouvre donc aux nouvelles technologies de l'information, de la communication. Elle est un atout dans un contexte sanitaire complexe car elle favorise l'accès à tous les soins et ce sur l'ensemble du territoire. On a pu voir son essor, en tout cas lors de la Covid-19 et de cette crise sanitaire. C'est par la réforme du 21 juillet 2009 de la loi dite HPST, réforme de l'hôpital et relative aux patients et à la santé et au territoire, qui a défini et réglementé pour la première fois la télémédecine en France. Et donc, en 2018, cette modalité de soins va entrer dans le droit commun de l'assurance maladie. Donc, c'est pas si vieux que ça. C'était juste avant la crise sanitaire, 2 ans avant. Et donc, en 2021, les chiffres démontrent que elle a toujours un franc succès, cette téléconsultation, puisqu'un million de personnes par mois l'utilisent. Alors, pour mieux saisir les contours, parce que comme vous le savez, je ne suis pas du tout experte sur ce domaine-là. Donc, pour mieux saisir les contours de ce sujet, nous allons accueillir notre experte, Madame Gantier Adeline, qui, elle, est chef de projet en télésanté pour le groupement régional d'appui et de développement de la e-santé. Et donc, elle va nous décrire les actes pratiques en télémédecine et puis peut-être aborder ses avantages, mais également ses limites pour une information la plus éclairée possible. Alors, je suis ravie de vous accueillir, Adeline. Merci beaucoup, Séverine. Bonjour à tous. Donc, Adeline Gantier, effectivement, chef de projet télésanté au grade Pays de la Loire. Donc, juste en quelques mots, le grade, c'est le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Donc, c'est un grade par région. Donc, nous, du coup, on intervient sur toute la région des Pays de la Loire dans l'idée de favoriser le déploiement d'outils numériques en santé auprès des professionnels de santé et du médico-social. Donc, on suit une feuille de route, en fait, mandatée par l'ARS et on est le côté opérationnel de cet accompagnement sur le terrain. Donc effectivement, la télémédecine, c'est une pratique médicale à distance qui mobilise des technologies de l'information et de la communication. Et aujourd'hui, on comprend 5 actes dans cette télémédecine: la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation médicale. Donc plus en détail, la téléconsultation, c'est ce qui parle souvent le plus aux personnes, c'est en fait une visio entre le médecin et son patient. Donc voilà, on a un lien direct entre le médecin et le patient. Et là, le patient peut être accompagné ou non d'un autre professionnel de santé, par exemple le cas dans un établissement où on peut avoir une infirmière qui accompagne le patient, ou on peut avoir un autre membre de la famille ou un aidant qui accompagne la personne aidée lors de cette visio. On a la téléconsultation, la téléexpertise, pardon. Donc là, on n'a pas de visio. C'est vraiment l'idée qu'un professionnel de santé demande un avis médical à un autre professionnel de santé. Donc là, en général, on est sur de l'échange d'informations, ce qui pourrait se rapprocher, par exemple, comme si on envoyait un mail et en fait, on attend une réponse, sauf qu'on le fait sur des plateformes sécurisées pour préserver la donnée de santé. Donc là, il n'y a pas spécialement de visio. On est vraiment sur un échange, ce qu'on appelle asynchrone. La télésurveillance, donc, elle est utilisée avec notamment les objets connectés
Par exemple, il y a des outils de surveillance cardiaque ou de surveillance du diabète. Donc ça va être des outils connectés qui vont envoyer des données à un logiciel. Et en fait, ces données sont traitées à distance par des professionnels de santé. Et donc, c'est là la télésurveillance, c'est-à-dire que s'il y a une alerte, ils vont avoir l'information et vont pouvoir contacter le patient qui a un souci au moment T. La téléassistance, donc là, on est sur un professionnel de santé qui en assiste un autre, par exemple, dans un acte. On peut avoir le cas, on a vu le cas de chirurgien qui avait un autre chirurgien à distance qui pouvait l'aider dans certaines pratiques. Donc voilà, on est plutôt sur ce genre de configuration. Et enfin, le dernier, la visorégulation. Donc là, c'est quand le centre 15 est équipé d'un outil pour faire de la visorégulation. Donc, il est en mesure d'envoyer, par exemple, un SMS à un citoyen qui appelle le SAMU. Et si le médecin régulateur estime qu'il a besoin de voir la situation pour mieux la comprendre, et du coup, il peut envoyer un SMS et le citoyen qui a appelé le SAMU clique sur ce SMS, sur le lien visio, et rentre en fait en visio avec le médecin régulateur. Et comme ça, il y a un dialogue qui peut être plus facile et le médecin régulateur peut voir la situation s'il estime qu'il y en a besoin. Donc aujourd'hui, par exemple, dans les régions de Pays de la Loire, tous les SAMU sont équipés de ce système. Donc après, c'est chaque médecin régulateur qui décide ou non d'utiliser l'outil. Donc qui est concerné et pour quelle médecine? Donc dans les faits, tout le monde peut être concerné par la télémédecine. Donc je vous ai mis quelques exemples. Un patient qui va chez le médecin et donc le médecin se pose une question, par exemple, sur un grain de beauté. Donc là, il peut prendre en photo ce grain de beauté et l'envoyer à un médecin dermatologue en lui demandant son avis parce que lui, il a un doute sur la prise en charge. Et donc, ça peut lui permettre d'avoir un avis plus rapide d'un expert. Donc là, on serait plutôt sur de la télé-expertise. Donc, on a le cas aussi qui s'est pas mal déployé pendant la crise sanitaire, la téléconsultation, où les médecins ont pu s'équiper d'outils de téléconsultation et donc d'envoyer des liens à leurs patients qui n'ont plus qu'à cliquer sur ce lien pour rentrer en visio. Donc là, on est bien en téléconsultation, le patient avec son médecin. Et puis, je vous ai mis l'exemple d'une télésurveillance, donc une patiente enceinte qui a du diabète gestationnel, par exemple. Eh bien, via son glucomètre connecté, elle envoie des informations à l'équipe médicale du centre hospitalier qui la prend en charge. Et donc, l'équipe médicale peut suivre à distance les données et alerter la patiente s'il y a un souci sur les informations remontées. Donc aujourd'hui, pour la télémédecine, on peut prendre l'exemple des Pays de la Loire. Donc, c'est des spécialités qui sont déployées sur la plateforme financée par l'Agence régionale de santé et que nous déployons, nous, en tant que GRAD. Donc voilà, on a un certain nombre de spécialités déployées. Donc, il y en a qui peuvent être en téléconsultation et d'autres qui peuvent plutôt se faire en téléexpertise. Donc, je vous prenais le cas de la dermatologie tout à l'heure. Ça, c'est une des spécialités qui se prête, entre guillemets, le mieux à la téléexpertise. On a l'envoi de photos, c'est des choses visuelles. Et donc, les médecins sont en mesure de répondre sans avoir besoin de visio. Donc, voilà pour les différentes spécialités qui peuvent être aujourd'hui déployées sur la région. Donc, ça peut toucher toute forme de spécialité, de la dermatologie à la diabétologie, en passant par la stomathérapie ou bien les troubles du comportement, voilà, suivant quels experts se lancent sur l'outil. Donc, les bénéfices de la télésanté, donc aujourd'hui, on note que ça permet de proposer une offre de soins à tous, permet ou en tout cas essaye de pallier notamment aux déserts médicaux qui peuvent toucher les territoires. Ça permet d'avoir une expertise territoriale et régionale sur des problématiques particulières et donc, pourquoi pas, d'augmenter également l'attractivité médicale d'un territoire. Peut-être qu'un médecin qui sait qu'il a la possibilité de faire de la télémédecine va être plus intéressé pour s'installer que si il fait que du présentiel, par exemple. Ça raccourcit notamment pour les patients les délais et les déplacements, puisqu'on a la possibilité, moyennant un rendez-vous, d'avoir une téléconsultation plutôt rapide ou d'avoir une réponse rapide aussi en téléexpertise qui permet d'accélérer les diagnostics. On a vu des téléexpertises envoyées où le médecin posait une question sur un mélanome et la réponse est arrivée pour certains au plus rapide dans les 5 minutes, sinon dans la journée. Et ce qui a permis du coup une prise en charge rapide de la personne qui avait finalement un mélanome malin. Et donc, celui-ci a pu être opéré dès le lendemain finalement à l'hôpital en question, ce qui permet d'avoir derrière des chances de non-récidive, je dirais, beaucoup plus importantes
que si la personne avait dû attendre d'avoir un rendez-vous sous 9 mois, 1 an, pour voir le médecin, pour qu'après, il y ait un diagnostic de posé. Donc, un parcours de soins optimisé, puisque voilà, le patient ne se déplace pas tout de suite, mais a une réponse quand même rapidement. Et puis, pour tout ce qui est déplacement, notamment pour les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, où des fois, c'est difficile de se déplacer. On attend dans la salle d'attente pendant plusieurs heures. Voilà. On évite en fait tout ce côté-là d'attente, puisque tout se fait à distance. Ça permet de faciliter le lien ville-hôpital et de valoriser le travail des soignants. Donc, on a une trace des actes qui sont réalisés. Donc, ce n'est plus du téléphone ou quelque chose qui est dit entre deux portes. On est vraiment sur quelque chose de tracé. Donc, ça permet aussi de rassurer les soignants qui, après, vont mettre en place le diagnostic et donc le suivi de soins qui suit. Ça réduit les hospitalisations et les passages en urgence puisqu'on peut faire appel à la télémédecine avant que les cas soient trop graves. Et donc, ça permet d'éviter de se déplacer. Et puis, on a aussi le cas de passage aux urgences. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du SAMU. Si le médecin régulateur peut voir la situation, il peut estimer que finalement, la personne n'a pas besoin de venir tout de suite aux urgences parce qu'il est 4 heures du matin et qu'elle pourra être vue par un médecin à 8 heures le lendemain matin et ça sera tout de suite plus confortable pour tout le monde. Et puis, transférer les compétences du spécialiste vers l'équipe soignante. Ça, on l'a vu notamment lors de téléexpertise ou de téléconsultation où les équipes soignantes, notamment dans les structures, sont présentes avec le résident. Et donc, ça leur permet d'acquérir des compétences, de comprendre en se disant, voilà, la dernière fois, on a eu un résident qui a eu telle problématique. Le médecin expert nous a donné un protocole de soins. On va commencer par mettre en place ce protocole de soins. Et puis, si ça ne marche pas, on refait appel aux spécialistes. Et finalement, comme ça, le personnel soignant acquiert finalement des compétences et des process suite à ces échanges en amont avec les médecins. Et puis, on a tout ce qui est sécurisation du parcours patient, puisqu'on a des outils qui sont sécurisés pour l'échange de données de santé, notamment, et d'identito-vigilance pour entrer dans les règles. Donc, côté famille de résidents, côté aidant, les bénéfices, ça peut être le fait de rassurer. Finalement, on peut avoir une personne qui est en EHPAD et dont la famille peut s'inquiéter ou autre. Et bien là, elle est au courant de la prise en charge. Elle peut aussi être présente lors de la téléconsultation. Donc, il y a un côté aussi rassurant, savoir ce qui a été dit par le médecin. Et puis aussi pratique, c'est-à-dire que des fois, les familles n'ont pas le temps d'aller à l'hôpital ou chez le médecin accompagner leurs parents. Mais finalement, ils peuvent se déplacer dans la structure pour l'accompagner en visio. Et puis, ça peut lever des incompréhensions aussi sur le parcours de soins entre la famille et l'équipe. Voilà, il y a du dialogue qui peut se mettre en place. Comme les familles ont pu être présents à la visio, mieux comprendre aussi pourquoi le médecin a sollicité telle prise en charge et pourquoi pas telle autre. Donc voilà, ça permet d'avoir un gain d'information et rassurer un peu tout le monde. Donc, les derniers bénéfices, donc voilà pour le patient, un meilleur accès aux soins, un plus grand maintien à domicile ou en structure, où il n'y a pas besoin de faire de gros déplacements qui peuvent être lourds et fatigants. Et puis des délais de prise en charge réduits. Je vous disais, la téléexpertise, on peut avoir une réponse entre 5 minutes et 3 jours. Eh bien, c'est toujours plus réduit que d'avoir un rendez-vous sous 9 mois ou 1 an, suivant les spécialités qui sont sollicitées. Pour les professionnels de santé, les côtés échange avec les confrères, ils peuvent avoir un accès direct avec les médecins pour avoir accès à l'information. Du coup, une meilleure coordination aussi dans la prise en charge et des pratiques professionnelles sécurisées puisque tout est tracé. Donc, comme ça, il n'y a pas l'engagement de l'infirmière en EHPAD. Tout est bien structuré finalement dans la réponse de l'expert et elle n'a plus qu'à suivre le protocole et au moins, elle est sur une prise en charge adéquate. Donc, évidemment, la télésanté ne remplace pas la médecine classique, j'ai envie de dire, elle vient en complément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire en télémédecine, mais sur des rendez-vous, par exemple, qui peuvent être tous les 3 ou 6 mois pour des renouvellements de traitement, par exemple, on peut en faire 1 sur 2 en télémédecine, permettant d'éviter un déplacement à chaque fois et soulageant un peu tout le monde. On essaye de faire une médecine réalisée en préférence au sein du parcours de soins, puisque on peut avoir aussi de la télémédecine on peut avoir des médecins qui sont à Montpellier, qui sont à Paris. Après, c'est vrai que là, dans l'idée de l'ARS, c'est plutôt de faciliter un parcours de soins et de privilégier le territoire, parce que si derrière, il y a besoin d'un déplacement pour une consultation, une hospitalisation, c'est toujours plus pratique d'aller au centre hospitalier qui est à côté plutôt que de faire 500 km. Et puis, on a bien une pratique identique de la médecine dans le sens où il y a le consentement du patient, on n'est pas sur
sur une médecine un peu sauvage, entre guillemets. Hein. C'est bien tracé. Il n'y a pas de dérive, en tout cas, vue sur la télésanté. Donc, les limites, je vous disais, si la prise en charge se fait en dehors du parcours de soins, en dehors du territoire, il peut y avoir des difficultés de suivi. C'est-à-dire que si la personne qui a donné son avis est à Montpellier, ça va être compliqué d'aller en consultation à Montpellier par la suite. Donc, il peut y avoir des difficultés de suivi du parcours de soins du patient. On a toujours le côté fracture numérique, puisque évidemment, qui dit télémédecine, dit à distance, dit ordinateur et autres outils informatiques. Donc, tout le monde ne peut pas réaliser cette télémédecine. Hein. On a des endroits où il n'y a pas de réseau, où il n'y a pas le matériel adéquat. Et donc, par exemple, pour pallier ces blocages, on a des projets qui se montent avec ce qu'on appelle des consultobus, donc des bus qui se déplacent dans les zones rurales et qui permettent du coup d'avoir un accès aux soins pour les personnes habitant dans ces zones sans avoir besoin de se déplacer dans la ville qui peut être assez loin en termes de kilomètres. Et on a aussi les projets, par exemple, avec des infirmières libérales qui se mettent en place où elles vont de base au domicile des patients. Et donc, elles couplent en fait cette pratique en se disant, voilà, si mon patient a besoin d'une téléconsultation avec le médecin et a des difficultés à se déplacer, moi, je vais avec mon matériel sur place et je peux accompagner du coup le patient dans sa téléconsultation. Et comme ça, c'est gagnant-gagnant, entre guillemets. Le patient voit son médecin, le médecin voit son patient, il peut avoir des informations supplémentaires par l'infirmière qui le voit tous les jours. Voilà, donc on a quand même ces possibilités pour pallier à la fracture numérique, même si, évidemment, ça ne couvre pas 100% des cas. On a les difficultés inhérentes au recrutement médical, c'est-à-dire que si on est dans un territoire où il n'y a pas de médecins ou peu de médecins, la télémédecine ne va pas pallier à ce souci-là, c'est-à-dire qu'elle ne transforme pas des gens en médecins. Donc, s'il n'y a pas de médecin pour répondre, malheureusement, la télémédecine va être compliquée à se mettre en place. Et puis, on a quand même certains actes qui ne sont pas réalisables à distance. Aujourd'hui, tout ce qui va être, les radios, les scanners, voilà, ce type d'examen ne peut pas se faire aujourd'hui à distance, donc on est obligé d'aller en présentiel. En termes de matériel, pour faire de la télémédecine, on est plutôt sur des choses simples. Hein, donc, côté médecin ou établissement, on peut être sur un PC portable qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir dialoguer et voir le médecin et voir le résident. Et puis, côté patient, un smartphone ou une tablette peuvent suffire pour bénéficier d'une téléconsultation ou d'une visorégulation avec le SAMU. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du SMS envoyé sur le smartphone. Voilà, ça peut suffire à faire de la télésanté côté patient. Donc après, selon les projets médicaux, il peut y avoir des objets connectés qui s'ajoutent au pack de base. Je vous parlais tout à l'heure de l'infirmière qui allait au domicile du patient. Eh bien, l'infirmière peut être équipée d'un stéthoscope connecté et d'un otoscope, donc stéthoscope pour écouter le cœur, les poumons notamment, et l'otoscope pour voir les oreilles, la gorge. Ça peut être des choses qui peuvent être mises en place et qui permettent à distance au médecin d'entendre et donc d'avoir un diagnostic plus affiné que s'il n'y avait pas d'objet connecté, et puis de voir voilà, si c'est le tympan, si c'est le fond de la gorge, ou même un grain de beauté ou autre sur la peau. Voilà, ça peut faciliter le diagnostic. Donc voilà quelques témoignages sur la télémédecine. Donc, on a le témoignage d'un médecin coordinateur d'un EHPAD sur la Loire-Atlantique qui note ce qu'apporte la télésanté dans son quotidien. Voilà, une médecin coordinateur d'un EHPAD et puis une infirmière en pratique avancée de dermatologie du CHU d'Angers. Donc ça, c'est notamment les derniers témoignages. Et puis, je vais vous passer une vidéo qui va pouvoir vous montrer concrètement comment ça se passe, notamment pour les infirmières auprès des patients. Bienvenue au centre de santé des Herbiers. Cette ex-radiologie était acquise il y a 4 ans afin de transformer en centre de santé. 300 mètres carrés sont dédiés pour les infirmières et l'administratif et 180 mètres carrés ont été transformés en 4 cabinets médicaux afin d'accueillir des médecins généralistes avec le statut salarié. Malheureusement, depuis 2 ans, nos tentatives d'embauche sont restées vaines et ce malgré notre secteur très sous-doté. La population des Herbiers est vieillissante et les médecins en place n'assurent plus ou très peu de visites à domicile, vu le surcroît d'activité. Les infirmières ont constaté cette carence et après réflexion et en concertation avec les médecins du secteur, il a été décidé au sein du conseil d'administration d'investir et de former le personnel à téléconsultation assistée aux patients qui ne peuvent pas se déplacer. La téléconsultation est une consultation à distance entre un professionnel médical et son patient via l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Elle peut se réaliser en présence de l'infirmière. C'est la téléconsultation assistée. Le rendez-vous est fixé au préalable avec le médecin, l'infirmière et le patient.
L'infirmière se déplace au domicile du patient avec tout le matériel nécessaire et l'installe avant la consultation. La téléconsultation peut débuter. L'infirmière dispose d'un tensiomètre, d'un stéthoscope connecté et d'une caméra mobile pour permettre au médecin d'effectuer le bilan clinique du patient. La consultation se déroule comme au cabinet. Le médecin prescrit les ordonnances au patient que l'infirmière imprime aussitôt. J'ai pas la peine de prendre le transport solidaire parce que j'ai pas de voiture. On passe pas toujours à l'heure des rendez-vous aussi. J'en suis très satisfaite. Bien, la téléconsultation, c'est une solution confortable, surtout quand on a du mal à se déplacer. Je ne conduis pas, donc comme ça, j'ai pas la peine de partir de chez moi. Là, on n'est pas là dans une salle d'attente en train d'attendre son tour. Le spécialiste, il peut nous voir éventuellement plus souvent, ça nous prend moins de temps lui aussi. On est avec les infirmières qui nous voient d'habitude. C'est quand même confortable sur tous les aspects. Pas du tout. Pas du tout, au contraire, c'est rassurant parce qu'on a quelqu'un avec soi qui peut poser des questions si quelquefois on oublie. Moi, je conseille tout à fait aux autres patients d'utiliser ce mode de consultation parce qu'on gagne en confort. Oui, je le conseillerais, pas toutes les fois, une fois sur deux. C'est comme si on était dans le cabinet de consultation, exactement pareil. On voit le médecin pareil. Oui, je recommencerai. Je trouve ça très bien. S'il y avait besoin de réitérer l'expérience, on ne posera pas de problème. Le centre de santé des Herbiers propose la téléconsultation assistée qui permet aux patients et aux médecins d'éviter de se déplacer. C'est exactement au même tarif, mais du coup ça se fait au domicile du patient. Le médecin peut faire son bilan clinique grâce aux appareils connectés apportés par l'infirmière. La téléconsultation assistée, c'est un exercice coordonné entre médecin et infirmière pour la bonne prise en soin du patient. Voilà pour ce petit témoignage de la part du centre des Herbiers. Eh bien, merci beaucoup Adeline pour cette présentation qui était claire et puis animée et avec différents outils. Donc, c'était plutôt intéressant et vivant. Je remercie la CARSAT et puis tous les aidants. Je vous souhaite une très belle journée.